Merci à toutes et à toutes d'être présents avec nous ce soir. L'objectif de ce point d'étape, c'est de passer une grosse trentaine de minutes pour vous faire part de ce plan d'action, de la réponse que met en œuvre Bibliothèques sans frontières face à l'urgence en Ukraine, avec des actions sur différents terrains, sur différentes thématiques, qu'on a lancé 10 jours après le début des hostilités et qu'on continue de déployer en essayant de les adapter au quotidien. Donc, on a fait un premier point il y a 1 mois et demi maintenant, et au bout de 3 mois d'action, on essaye de faire un petit retour sur là où on en est, à l'occasion de la sortie de notre deuxième rapport d'impact qu'on vous enverra demain, et qui vous permettra de voir en détail tout ce qu'on met en œuvre. Merci donc d'être ici. Aujourd'hui, on va avoir plusieurs intervenants. Donc, je m'appelle Édouard Delvente, je suis directeur du développement et de la communication de BSF. On va aussi avoir en ligne Rachel Isolda, qui est coordinatrice des programmes en Pologne, qui s'exprimera depuis l'Ideas Box de Varsovie. On va avoir Frédéric Murat, qui est ici à mes côtés. Je ne sais pas si on le voit. Bonjour à tous. Voilà, responsable des programmes internationaux. On va avoir Linda qui est à côté, qui est donc directrice des opérations. Et on va avoir Mui Cheng qui est connectée à distance et qui nous parlera de tous les projets autour notamment de l'application d'apprentissage accéléré du français. Jérémy Lachal, DG de BSF, ne peut pas être là avec nous. Il a le Covid, malheureusement. Ce n'est pas très original, mais il est très fatigué et on pense bien fort à lui. On lui souhaite un prompt rétablissement. Et voilà, donc sans plus attendre, peut-être commencer par faire un petit point de contexte sur là où on en est, sur la crise, la guerre en Ukraine et les mouvements de population associés. Donc aujourd'hui, ces chiffres datent d'il y a 2 jours. On a 5,6 millions de réfugiés ukrainiens comptabilisés en Europe, avec une distribution assez inégalitaire, comme vous le voyez sur la carte. On a 1,2 million de réfugiés aujourd'hui en Pologne. On a 870 000 réfugiés en Allemagne, 141 000 en Italie, 92 000 en France, 84 000 en Moldavie et 50 000 en Belgique. Je mets ces chiffres en avant en particulier parce que ce sont les pays dans lesquels on intervient. Et une situation donc, qui se stabilise légèrement au niveau des réfugiés en dehors de l'Ukraine. Mais petit à petit, tout de même, en tout cas, ça a été assez présent dans les dernières semaines, des personnes qui rentrent dans le pays. On a quand même, depuis le début, 3,2 millions de personnes qui sont retournées en Ukraine, malgré le conflit qui continue. Ça, c'est pour la situation donc, des personnes déplacées en dehors du pays. Et pour les déplacements internes, on a aujourd'hui 7,1 millions de personnes déplacées internes, plus 13 millions bloqués dans des zones à fort risque sécuritaire. Donc, évidemment, l'enjeu est aussi dans le pays. Et un point important qu'on avait déjà rappelé, je crois, lors du dernier webinaire, c'est que ces déplacements de population donnent lieu à, évidemment, des séquelles, des troubles psychologiques importants pour les personnes réfugiées. C'est un des points importants sur lesquels BSF intervient, puisque l'OIM, qui est donc l'Organisation internationale des migrations, une agence de l'ONU qui coordonne la réponse onusienne avec le HCR sur les questions de déplacement de population. Donc, l'OIM estime que jusqu'à 30% des réfugiés et des déplacés peuvent souffrir de problèmes de santé mentale et de stress post-traumatique. Un sujet grave sur lesquels BSF intervient. Je vais simplement rappeler en 2 mots le plan d'action de Bibliothèques sans frontières qu'on a construit donc, quelques jours après le début de la guerre et qui s'articule autour de ces 4 axes. On a un premier axe qui consiste à déployer 10 Ideas Box, donc notre bibliothèque en kit innovante avec des outils numériques, mais aussi des livres papier, du matériel créatif et qui se déploie en 20 minutes dans toutes les situations. Donc, cette bibliothèque en kit qu'on déploie à 10 exemplaires pour le moment dans les pays frontaliers de l'Ukraine. Frédéric et Linda nous en diront plus, mais
en Pologne, en Moldavie et dans les prochaines semaines, très certainement en Ukraine. Ces box servent à apporter des informations aux populations réfugiées qui se trouvent dans des états de grande vulnérabilité, mais aussi à soutenir psychologiquement les enfants et les mères. Hein. C'est principalement des mères et des enfants aujourd'hui qu'on retrouve dans ces projets. Et donc, déploiement de 10 box, le premier axe fort du plan d'action. Le deuxième axe, en bas à gauche, consiste à l'installation de bibliothèques d'urgence dans les centres d'accueil et d'hébergement en France, en Belgique et en Italie. Là, l'idée, c'est de venir doter des acteurs de l'accueil et de l'hébergement, qui peuvent être des ONG, des associations, avec des sélections de livres en ukrainien dans la mesure du possible, mais aussi des jeux, du matériel éducatif et créatif pour faciliter la reconstruction psychologique des personnes réfugiées et voilà, faciliter aussi l'apprentissage de la langue. Le troisième axe, qui est la production de ressources spécifiques à destination des enseignants et des éducateurs qui sont amenés à accueillir ou à interagir avec des personnes réfugiées, notamment des enfants, dans les classes. Il y a une très, très grande partie des enfants ukrainiens qui sont scolarisés aujourd'hui, en tout cas en Europe de l'Ouest. Donc là, l'idée, c'est de les outiller à accueillir au mieux ces personnes. Et le quatrième point, qui est le développement d'une application mobile pour l'apprentissage du français depuis l'ukrainien et le russe, basée sur la technologie Kajou. Ça, Michel nous en dira deux mots. Premier point, donc sur l'axe, peut-être, je ne sais pas, Linda, si tu veux donner un rapide contexte de la situation. J'ai décrit déjà ce qu'était l'IDS Box. Toutes celles et ceux qui suivent BSF depuis longtemps connaissent cet outil phare de BSF. Mais si tu veux nous dire en deux mots, là où aujourd'hui elle est positionnée, Pologne, Moldavie, un petit peu le nombre de personnes qu'on a pu toucher et les perspectives, rapidement, avant qu'on donne la parole à Rachel en Pologne. Oui, merci beaucoup. Rapidement, en fait, les premières box, vous savez sûrement, ont été déployées aux frontières en Pologne. Puis rapidement, on a eu une troisième box qui a été déployée à Varsovie au sein d'un BUDOT, donc en partenariat avec l'organisation UNHCR et l'UNICEF. Et aujourd'hui, on travaille avec Spox parce que ce qui est très important dans cette crise, c'est que les personnes bougent. Et donc, nous, on se doit de repenser, de réajuster nos opérations au regard des mouvements et des besoins des gens. Donc, on a deux box qui étaient aux frontières, qui sont aujourd'hui en train d'être redéployées sur des centres où il y a plus de monde et où la population se situe. Donc, Rachel pourra en dire un mot juste après. Et ensuite, en Moldavie, on travaille avec une organisation internationale qui s'appelle ACTED, qui est en charge justement d'administrer les centres d'accueil pour les réfugiés. Et on a déployé deux box en mai pour l'accueil justement des enfants qui demeurent dans ces centres ou qui y transitent. Très rapidement. Et là, on est en train de travailler au déploiement de 5 box en Ukraine directement, à Lviv et dans la région de Kiev. Merci beaucoup, Linda. On peut juste rapidement peut-être visualiser là où sont les box. Voilà. Donc, comme vous le voyez, une box à la frontière, chez Mich, alors ça, j'ai jamais la prononciation exacte. Il faudra demander à Rachel. Voilà, on va donner la parole à Rachel dans une seconde. Chez Mich. Et donc, ces deux box à Chisinau, en Moldavie, avec donc des perspectives à venir plutôt en Ukraine même. Justement, je vais donner tout de suite la parole à Rachel, qui est à Varsovie aujourd'hui. Voilà, Rachel, qui est coordinatrice des programmes BSF en Pologne. Est-ce que tu nous entends? Oui, et vous m'entendez aussi? On t'entend parfaitement.
Eh ben, bonjour Paris et bonjour partout ailleurs. Je vais rebondir sur ce que disait Linda parce qu'il s'agit vraiment de ça et des chiffres que tu as cités, Edouard, depuis le début, c'est que la situation, elle est très mouvante. Les déplacements en Pologne et en retour en Ukraine et partout autour, ça bouge beaucoup. Et donc, c'est vrai que la particularité, c'est vraiment d'adapter nos actions aux besoins. Donc, c'était très bien qu'on soit dès le départ à la frontière parce qu'on a pu accueillir voilà, des milliers de personnes. Et pour Varsovie, donc en effet, comme les gens, une fois qu'ils traversent la frontière, je parle pour la Pologne, hein, se déplacent dans les plus grandes villes pour s'enregistrer et avoir un numéro d'identification pour ensuite pouvoir avoir de l'aide donc médicale, les transports gratuits et puis pouvoir travailler, trouver un logement, etc. Et c'est maintenant vraiment ça les challenges pour les personnes qui restent ici et qui souhaitent rester en Pologne. Donc, du coup, ici, on va faire un petit tour. Je suis toute seule, vous ne verrez personne, mais vous verrez nos belles box et des jolis dessins d'enfants. Mais donc ici, à Varsovie, donc le HCR et l'UNICEF ont ouvert ce Blue Dot, donc qui sert d'accueil d'assistance cash pour les personnes réfugiées, mais aussi de protection, d'accompagnement psychosocial et psychologique. Et Tu peux nous rappeler ce que c'est qu'un Blue Dot, peut-être, en 2 mots, Rachel? Le HCR, la particularité là, avec ici en Pologne, donc il n'y a pas de grande tente comme on a pu voir dans d'autres guerres, d'autres conflits avec d'autres personnes qui fuyaient les grandes tentes d'accueil de réfugiés, etc. Donc en fait, ils ont ouvert ce qu'ils appellent des Blue Dots, c'est des points un petit peu partout dans le pays pour pouvoir accueillir les gens. Donc, les gens qui viennent ici peuvent donc prétendre à une aide financière et surtout un accompagnement psychologique, psychosocial, parce que je le rappelle, 96% des personnes qui fuient l'Ukraine, ce sont des femmes et des enfants. C'est des familles séparées, puisque tous les hommes sont mobilisés. Donc, il y a beaucoup de cas de vulnérabilité et de fragilité. Il y a aussi des mineurs isolés. Et donc, voilà, ces Blue Dots qu'ont mis en place le HCR et l'UNICEF sont là pour soutenir ces personnes. Et donc, on s'est joint à eux pour animer joliment le Child Friendly Space que vous avez un petit peu vu. Voilà. Et petit à petit, ce centre, ça va se transformer en community center. Donc, l'idée, c'est pour que les gens qui vont revenir qui vont rester ici, ils puissent revenir tous les jours. Donc, on est en train de justement mettre en place des activités pour les enfants, mais aussi pour les femmes, pour les mamans. Voilà. Et quel type d'activité, par exemple, pour les mamans? Le yoga, c'est bien. Le yoga, ça marche bien. La semaine dernière, il y a eu des cours de yoga qui ont été faits. Il s'avère que c'est très bon. Et puis demain, on a un brainstorming avec toutes les équipes pour sélectionner et faire un petit listing des activités, de choses à mettre en place ici. Voilà. Merci beaucoup, Rachel. C'est Merci à vous. Très intéressant de voir concrètement sur le terrain ce que ça peut donner. Et puis, bien, bon courage pour les prochaines activités. Merci. Peut-être passer rapidement la parole à Frédéric, qui va nous parler de la mission exploratoire. Je vais juste vous montrer en 2 mots. Voilà. La mission exploratoire que tu as réalisée en Ukraine active, hein, c'est ça, il y a quelques semaines. Qu'est-ce que tu as vu sur le terrain et quelles sont les perspectives d'action pour BSF dans les prochains jours? Alors effectivement, on a eu l'opportunité de se rendre en Ukraine il y a 1 mois et demi maintenant à peu près. Et j'étais accompagné justement de Rachel qui nous avait rejoint depuis la Pologne, qui venait de France avec moi-même et notre directeur logistique Abel Solé, qui n'est pas là ce soir, mais qui est avec nous en Ukraine. Pour nous, c'était l'objectif depuis le début de pouvoir rentrer en Ukraine, situation déplacée et d'apporter un soutien assez extrêmement nombreux.
suppose des millions de personnes qui sont déplacées à l'intérieur même du pays, qui ont choisi de rester en Ukraine et donc plutôt dans l'ouest du pays. À Lviv, on a pu se rendre, il y a encore quelques semaines, près d'1 million de personnes déplacées. Au moment où on y était, nous, il y avait plus que 500 000 personnes, parce que beaucoup de personnes sont retournées après dans les communautés, leur communauté d'origine, suite à l'évolution du conflit et le fait que l'armée russe s'est retirée de certaines zones d'Ukraine. Mais aujourd'hui, il y a quand même environ 200 000 personnes qui vont rester à Lviv, l'oblast, donc la région de Lviv. Ça reste des nombres conséquents avec un impact sur les systèmes de santé, d'éducation, etc. de l'Ukraine, qui sont soumis à rude épreuve. Donc, vous avez des structures que vous pouvez voir là sur l'écran. Vous avez plusieurs types de structures qui accueillent les réfugiés aujourd'hui. Vous avez des structures qui ressemblent le plus à des camps de réfugiés ou de déplacés qu'on peut retrouver sur d'autres crises sur la planète, sur lesquelles BSF intervient également, avec ces modular cities, qui sont en fait des préfabriqués qui font office de logement. Vous avez aussi des blocs sanitaires, etc., qui sont vraiment installés au cœur de la ville. Donc là, celui-ci que vous voyez, il est vraiment au milieu d'une espèce de cité HLM dans le vide. Vous en avez un dans lequel on va intervenir très prochainement, qui est dans un parc, le parc Strisky. C'est la seconde photo là que vous voyez. Donc vous voyez l'intérieur d'un espace qui accueille les enfants et dans lequel on pourrait éventuellement mener des activités. Et c'est un espace, voilà, vous avez cette espèce de plusieurs modules comme ça qui sont installés dans le cœur du camp, dans le cœur du parc, au milieu de la ville, avec beaucoup de passages d'Ukrainiens qui habitent la ville elle-même, qui sont en contact avec les Ukrainiens qui viennent d'ailleurs. La problématique de ces modules, c'est qu'ils ne sont pas du tout adaptés pour l'hiver. Du coup, ces personnes vont devoir rebouger. Donc, il y a toute une problématique d'accueil, malgré tout, dans des villes. Et on est vraiment sur une crise où les gens sont accueillis dans ces camps-là, dans des appartements qui sont mis à disposition, dans des bureaux qui sont mis à disposition par des particuliers ou des organismes privés. Et vous avez ensuite toute la municipalité qui est à disposition des crèches, des écoles et des structures publiques qui accueillent beaucoup de réfugiés. Ça pose le problème, évidemment, après de la réouverture de ces écoles pour accueillir les enfants qui vont à l'école et du coup, reloger aussi les habitants temporaires de ces structures-là. Donc, beaucoup de problématiques avec qui on a pu discuter de tout ça avec la municipalité. On a rencontré les personnes qui gèrent le réseau de bibliothèques aussi sur place. C'est d'ailleurs le premier partenariat qu'on a scellé là-bas et la première box, une des premières boxes qui va être déployée avec la municipalité de Lviv dans le parc Strisky, vous voyez la photo. Et ensuite, donc les besoins restent évidemment énormes en termes d'accompagnement, de la même manière que pouvait le décrire Rachel en Pologne. Il y a des problématiques de continuité éducative, de protection des enfants, d'accompagnement des femmes. Il y a des problématiques d'emploi, de formation. Et c'est ce que permet l'IDISBox, ce que permettent les outils et les contenus de BSF et l'accompagnement qu'on peut mettre en place. Et là, donc, on rentre dans cette deuxième phase, en Ukraine notamment, où l'idée, c'est de pouvoir avoir 5 box. Et là, aujourd'hui, on peut vous annoncer que les 5 box sont retrouvés destinataires en Ukraine. Et Linda le disait, on va beaucoup travailler sur l'Ouest, qui accueille énormément de personnes déplacées. Mais on va aussi se rapprocher de Kiev, à environ 100 km au nord de Kiev, avec différents partenaires, ONG internationales, le ministère de l'Éducation ukrainien. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner les personnes déplacées vers un retour à une forme de normalité et en parallèle de soutenir également les structures institutionnelles et les services de base qui sont mis en place par l'État ukrainien. Qu'il faut le souligner, c'est un État qui est, et nous on a pu constater aussi sur le terrain, qui reste fonctionnel, avec des services qui fonctionnent, en tout cas dans les municipalités de l'Ouest. Mais c'est aussi le cas aujourd'hui à Kiev. Donc la vie reprend. Et c'était assez surprenant de voir ça aussi à Lviv. C'est que vous avez certes des réfugiés et des déplacés, mais vous avez une vie extrêmement assez palpitante, quoi, dans une ville qui est une très belle ville. C'était assez sidérant et toujours fascinant de voir aussi ce décalage entre la réalité d'une guerre et un pays qui, malgré tout, continue à vivre et à vivre pleinement, quoi. Et c'est assez émouvant de pouvoir constater ça aussi sur le terrain. Et la réception, lorsque vous en avez parlé avec la municipalité, avec le ministère de l'Éducation, de cette idée d'implanter des box, comment est-ce que cette idée a été reçue?
elle a été très bien reçue. Je pense qu'ils sont, encore une fois, c'est un État très fonctionnel, donc ils sont preneurs de projets, mais ils sont preneurs de projets de qualité parce qu'ils sont en capacité de porter énormément de choses. On n'est pas dans un État, encore une fois, qui est failli. Donc, le challenge aussi pour les ONG actuellement, c'est de pouvoir à la fois coordonner avec les acteurs locaux. Et c'est un enjeu qui nous tient à cœur en Ukraine, mais dans tous les pays dans lesquels on intervient, puisqu'on travaille en partenariat. C'est identifier ces acteurs et pouvoir leur apporter le maximum de soutien et les accompagner sur les besoins qu'eux identifient comme prioritaires. Et c'est tout l'enjeu de la phase qui s'ouvre devant nous en Ukraine, mais également dans les pays limitrophes comme la Moldavie et la Pologne. Donc, première box en Ukraine, quelle date? 5 premières box, parce qu'on va essayer de toutes les faire partir en même temps. Ce qui est aussi un petit challenge logistique, mais on va y arriver. Donc j'espère à la fin du mois d'août, début du mois de septembre, les 5 box seront en Ukraine avec après tout un volet de formation avec une deuxième mission sur le terrain de nos équipes en Ukraine et cette fois à Lviv, mais dans plusieurs villes de l'Ouest et donc dans cette ville au nord de Kiev et donc une entrée plus en profondeur aussi sur le territoire ukrainien, notamment dans des zones qui ont subi des combats il y a quelques mois. Quelques petits challenges d'assurance à gérer avant. Linda s'arrache les cheveux depuis des semaines parce que c'est très complexe d'obtenir les assurances pour aller dans des zones de guerre, évidemment. Mais là, on tient le bon bout, non, Linda? J'espère. Je crois. Ok. Merci beaucoup, Fred. On va revenir côté Europe de l'Ouest pour aborder la question des bibliothèques d'urgence qu'on crée donc en France, en Belgique et en Italie. Pour le moment, France et Italie, mais il y a des pistes importantes en Belgique. Là, l'idée, si tu veux nous rappeler en 2 mots en quoi ça consiste, peut-être nous donner 1 ou 2 exemples très concrets de là où elles peuvent être implantées et de ce que ça donne sur le terrain. Et ensuite, on regardera ce qui est à venir. Oui, alors, donc, le déploiement de ces bibliothèques d'urgence, on les a pensées très tôt dans la réponse en se disant que voilà, des gens vont arriver dans des centres de transit, des hébergements temporaires, etc., qui seraient sûrement assez froids et avec pas grand-chose avec eux. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner accès à des ressources dans la langue des personnes qui arrivent, des jeux pour les enfants, du matériel créatif et de créer ces petits espaces qui puissent être des lieux voilà, de repos, de socialisation pour les personnes qui étaient donc soit qui passaient dans des centres de transit, soit qui étaient dans des centres d'hébergement. Au final, c'est plus des bibliothèques qui sont déployées aujourd'hui, en tout cas en France, dans des centres d'hébergement. Et au début, le déploiement a surtout vu dans des centres, on a surtout été contacté par des partenaires qui étaient sur la région Île-de-France. Donc, les 4 premières bibliothèques d'urgence en France ont été déployées avec des partenaires comme France Terre d'Asie, Aurore, sur des centres sur la région Île-de-France. Et puis, au fur et à mesure, en fait, on a eu de plus en plus de contacts avec d'autres acteurs en région. Donc, aujourd'hui, on a une bibliothèque dans le Bas-Rhin, dans les Pyrénées-Atlantiques, dans les Landes. Par exemple, dans le Bas-Rhin, si je ne m'abuse, c'est dans un centre du Crédit Mutuel. Ouais. Que le Crédit Mutuel utilisait pour faire des séminaires de formation interne et qu'ils ont reconverti comme ça du jour au lendemain pour accueillir des familles. Voilà. Et donc, le Crédit Mutuel nous a contactés. On a réussi à trouver en peu de temps les contenus avec énormément de partenariats qu'on a pu faire avec des libraires, des éditeurs ukrainiens. Mucheng pourra nous en dire 2 mots. Voilà, équiper ce lieu. Ouais, et ça montre aussi à la fois la solidarité, comment elle s'est déclinée aussi bien chez des acteurs très historiques de l'accueil, donc toutes les organisations comme Aurore, le groupe SOS, etc., mais aussi des personnes qui ont, soit des entreprises qui ont mobilisé des locaux qu'ils avaient à disposition, ou alors des particuliers qui ont aussi pu mobiliser des espaces pour accueillir des gens. Donc aujourd'hui, ça donne des micro-bibliothèques qui sont installées dans différents types de structures. Et là, pour le coup, l'enjeu va être aussi de penser la suite, parce qu'il y a certains de ces lieux qui vont fermer, les propriétaires vont avoir aussi besoin de récupérer leurs locaux, donc des populations qui vont aussi à nouveau bouger.
Et peut-être pour le coup, juste un mot sur l'Italie. L'Italie qui accueille plus de 140 000 réfugiés ukrainiens. Donc, pour le coup, les principales villes d'accueil sont Rome, Milan et Turin. Et donc, c'est les 3 villes sur lesquelles on a focalisé nos actions et où là aussi, on travaille avec l'éducation nationale parce qu'il y a aussi un enjeu majeur justement d'accueil et d'intégration des enfants dans les écoles. Voilà. Ouais, donc pour le moment, France-Italie et demain, Belgique. Là, donc Dimitri, je ne sais pas s'il est là, mais BSF Belgique se mobilise énormément pour identifier des lieux pertinents parce qu'il y a quand même plus de 50 000 réfugiés en Belgique. Parce que la Belgique, les gens ont beaucoup été accueillis chez des particuliers. En fait, on voit chaque pays d'Europe a eu une politique d'accueil un peu différente, une façon un peu différente. Donc, pour le coup, en Allemagne, les gens ont beaucoup été hébergés vers des particuliers. Et maintenant, les gens vont repartir vers des centres d'hébergement. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un petit décalage dans le temps. Et aujourd'hui, on travaille avec les différents acteurs belges pour justement équiper au moins 3 à 4 centres d'hébergement en Belgique. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Linda, pour ce point sur les bibliothèques d'urgence. On va passer au dernier axe, qui est le développement de cette application d'apprentissage accéléré du français. Et pour ça, je vais donner la parole à Mucheng. Mucheng, tu nous entends? Oui, parfaitement. Merci, Edouard. Super. Moi aussi, je vais juste repartager ça. Et merci. je te laisse la parole, Mucheng, sur cet axe que tu pilotes. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Effectivement, pour ceux qui connaissent BSF, vous savez que la question d'utiliser le numérique au service de l'apprentissage et de l'intégration, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Ça faisait des années qu'on se posait la question d'appliquer les méthodologies d'éducation numérique à l'apprentissage du français. On avait un groupe de travail, pour tout vous dire, avec des enseignants, parmi lesquels il y avait des enseignants de français langue étrangère, ukrainophones et russophones, avec qui on réfléchissait justement aux modalités pédagogiques pour faire quelque chose qui soit à la fois impactant et innovant. Et il se trouve que la crise est arrivée à ce moment-là. En discutant avec ces enseignants, on s'est vite rendu compte que l'offre classique de cours de français ne correspondait pas aux besoins et aux contraintes des réfugiés ukrainiens, simplement parce que quand on arrive en France et qu'on doit inscrire son enfant à l'école, qu'on doit faire des démarches administratives, qu'il faut en même temps trouver un logement, etc., se réacclimater à un nouvel environnement, prendre des cours de langue, en réalité, c'est tout simplement impossible en termes de temps, logistique, mais aussi en termes de liberté d'esprit. Et donc, c'est dans cette optique-là qu'on a conçu cette application qui va être une app Android et iOS qui se base sur une technologie qu'on connaît bien à BSF, puisque c'est la technologie Cajou, l'entreprise sociale que BSF a créée. Et cette app, elle a la spécificité de vraiment être conçue à partir des besoins des réfugiés. Donc, on va avoir une application qui va partir des thématiques qui correspondent globalement aux thématiques que les réfugiés vont rencontrer sur les 100 premiers jours de leur arrivée en France. Comment faire une demande de protection temporaire, comment trouver un logement, comment inscrire son enfant à l'école, prendre les transports en commun, etc. Et on va avoir une approche qui va être très pragmatique, où l'ambition n'est pas forcément d'apprendre et de maîtriser complètement la langue française, mais déjà de pouvoir se débrouiller, de comprendre ce qui se passe, de pouvoir avoir le vocabulaire nécessaire pour se débrouiller au quotidien. Et donc, on y a impacté finalement toute l'expertise pédagogique, technique de BSF et sa connaissance du contexte des primo-arrivants pour développer une application qui va être disponible en version alpha dès cet été, dès fin juillet 2022. En réalité, on est en plein dans le rush de finalisation de la première version. Et l'ambition, c'est de pouvoir la tester d'abord auprès de nos partenaires terrain, ceux avec lesquels on travaille, Emmaüs, la Croix-Rouge française, etc., tous les centres d'accueil des réfugiés en France, et puis d'adapter et d'améliorer cette application pour la sortir véritablement sur l'App Store de Google et d'iOS, d'Apple, à l'automne. En plus de ça, ce qui est assez intéressant, et effectivement, Edouard, si tu veux montrer les prochaines slides, on a vraiment pris le parti de faire une application qui soit une application qui soit la plus interactive, ludique possible et qui permette à la fois d'apprendre du vocabulaire, mais aussi de se débrouiller au quotidien. C'est-à-dire que là, vous allez avoir un lexique, par exemple, sur la toute droite de l'image, où on va retrouver toutes les phrases utiles au quotidien et on va pouvoir les jouer en audio. Comme ça, même si on ne sait pas forcément les prononcer, on va pouvoir acheter un ticket de métro en faisant entendre la phrase
au guichet du transport. On va aussi avoir une bibliothèque pratique qui va permettre aux réfugiés de retrouver non seulement des informations quotidiennes, mais aussi des contenus culturels sur la vie en France, la culture française, etc. Donc vraiment, c'est toute l'expertise de BSF qui est impactée dans cette application. Et ce qui est assez intéressant, c'est aussi que c'est une application qui va ensuite pouvoir être transposée à d'autres langues. L'idée est qu'on puisse ensuite l'adapter à l'arabe, au farsi, au pachtou, etc., pour qu'elle puisse servir aussi à des réfugiés qui viennent d'autres pays. Voilà en quelques mots ce travail. On a hâte de vous la montrer en live et on vous tiendra au courant de nos avancées. Merci beaucoup, Melcheng, et bravo pour ce boulot incroyable que vous faites au niveau de la direction de l'éducation et des contenus en si peu de temps. Évidemment, toutes ces actions qu'on mène ne pourraient pas avoir lieu sans les partenaires de BSF. On les remerciera à la fin, bien sûr, mais c'est vraiment très impressionnant ce que vous mettez en œuvre. Je ne précise pas, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on prendra 5 minutes à la fin pour y répondre avec plaisir. On va peut-être conclure rapidement sur là où on en est aujourd'hui, les prochaines étapes et comment est-ce qu'on se profile les prochains mois, voire les prochaines années. Parce que l'idée, c'est ça, Linda, ça ne va pas être uniquement, évidemment, de pallier l'urgence à court terme, mais BSF a aussi son rôle à jouer dans l'accompagnement de la reconstruction du pays à plus moyen terme. Donc, est-ce que tu peux rapidement nous dire quelles sont les prochaines étapes, justement, Linda? Ouais. Bon, déjà, on n'est pas sorti d'urgence, c'est la première chose. La guerre continue, s'intensifie sur certaines régions. On suit de très près la région d'Odessa, on suit de très près ce qui se passe ou ce qui pourrait se passer en Moldavie. Voilà. Donc, la phase d'urgence n'est pas encore terminée, malheureusement. Mais on est aussi dans une situation en Ukraine où il y a des mouvements de retour. Donc, il y a ces populations retournées, certaines reviennent et il n'y a plus grand-chose. Il y a plus de 1800 écoles, par exemple, qui ont été détruites en Ukraine et la rentrée arrive. On rentre dans une période qui va être les choses vont énormément bouger parce qu'il va y avoir la rentrée des classes en septembre. Donc, comme Rachel a dit, c'est beaucoup des femmes et des enfants qui sont sortis d'Ukraine ou qui se sont déplacés. Et donc, a priori, les gens vont, pendant les 2 mois qui viennent, décider en fait s'ils restent là où ils sont ou s'ils repartent ou s'ils bougent sur un autre endroit en perspective de la rentrée des classes. Donc, ça va être une période là où on va voir pas mal de mouvements de population. Nous, en Ukraine, et Fred, sur la base de l'évaluation qu'il a pu faire, les besoins sont gigantesques. Donc, nous, ce qu'on aimerait, et aussi au regard des retours et des échanges qu'on a avec nos partenaires, avec les autorités ukrainiennes, ce serait de passer à l'échelle notre réponse en Ukraine, donc de pouvoir faire plus et de répondre à plus de besoins parce que c'est gigantesque et la crise est phénoménale. Sur la Pologne et la Moldavie, il y a aujourd'hui, c'est donc des pays qui ont accueilli beaucoup de personnes réfugiées et qui, pour l'instant, en Pologne, restent. Et donc, il y a un enjeu aussi de soutenir les acteurs locaux, que ce soit les municipalités, les bibliothèques, les écoles, mais aussi les acteurs de la société civile. Donc, ce qu'on veut faire dans cette deuxième phase sur ces pays-là, c'est vraiment de pouvoir apporter notre expertise, nos compétences, et de la transférer à ces acteurs locaux pour qu'ils puissent répondre aux besoins des personnes réfugiées qu'ils accueillent sur leur territoire. Et sur la France, la Belgique, l'Italie et l'Allemagne, on n'a pas parlé de l'Allemagne, on a aussi, donc l'Allemagne accueille aujourd'hui environ 870 000 réfugiés, c'est le pays d'Europe qui accueille le plus de réfugiés. Donc on a aussi une évaluation des besoins qui est en cours pour pouvoir éventuellement démarrer des opérations en Allemagne. Et sur les autres pays, il va s'agir de voir les nouvelles géographies de répartition des réfugiés pour pouvoir continuer à intervenir. On va aussi intervenir dans les structures éducatives en Italie. On est en train d'analyser la pertinence aussi sur d'autres pays comme la France et la Belgique.
Et sur l'app, je me permets, oui. Ce que disait juste Michel, c'était aussi de voir si tout ce travail qui est fait peut aussi être utilisé pour soutenir, accompagner d'autres migrants, réfugiés qui sont accueillis dans des pays francophones, et donc si l'app peut aussi être utilisée dans de nouvelles langues. Et donc en termes de besoins financiers, à très court terme, là, pour pouvoir boucler notre budget dont on a besoin pour cette première phase qui nous mène environ jusqu'à la fin de l'année 2022. On a encore 37 000 € de besoins financiers. Et ensuite, sur cette seconde phase donc, que je viens de présenter, je pense qu'il nous faut environ 2,4 millions pour pouvoir mener à bien toutes ces actions. Voilà, donc ce contexte un peu particulier à chaque fois sur lequel intervient BSF d'urgence et de post-urgence et ensuite de développement. Et l'idée est vraiment de mettre à profit toutes les méthodologies, tous les outils qu'on a pu développer pour faciliter ces phases difficiles que va traverser le pays, que traverse en ce moment le pays. Un mot quand même pour remercier très chaleureusement tous les partenaires de ce plan d'urgence Ukraine. Alors évidemment, tous les partenaires de Bibliothèques sans frontières au sens large contribuent d'une certaine façon à cette réponse, mais certains ont particulièrement contribué sur ce plan-là, ainsi que des centaines de donateurs particuliers qui sont, pour certains, je suis sûr, dans ce Zoom. Donc merci beaucoup. Comme vous le voyez, on est très mobilisés, on reste mobilisés, on suit de près l'évolution de l'actualité. Donc, merci pour votre soutien. Et si vous avez des questions, des remarques ou voilà, des suggestions, n'hésitez surtout pas. En tout cas, nous, on reste concentrés pour essayer de faire le meilleur travail qu'on peut dans ce contexte difficile. Alors, on a une question, en effet, de Karine Mo, qui nous dit « Je crois que TGH envisage de mener les activités psychosociales dans le centre du parc Streski ». Vous êtes en lien? Alors, on est en lien avec le triangle Génération Humanitaire, effectivement. Alors, le parc, il est très grand. Il y a aussi l'UNICEF qui intervient dans un petit Blue Dot. Et nous, en fait, on va se positionner sur la bibliothèque qui jouxte le camp de déplacés. Donc, effectivement, un des enjeux de nos actions, c'est aussi de se coordonner avec les acteurs qui travaillent aussi sur les mêmes zones. Et c'est ce qu'on fera avec Triangle, aussi avec l'UNICEF, et plus largement avec aussi beaucoup d'acteurs ukrainiens qui mènent des actions dans la bibliothèque et au sein du camp de déplacés. Donc, c'est l'avantage aussi de la Xbox, ce qu'elle permet, c'est d'intégrer aussi plusieurs partenaires qui peuvent utiliser nos outils, nos contenus et mener des activités dans les espaces qu'on équipe. Donc, TGH fait partie de cette planète de partenaires avec qui on va discuter, avec qui on discute. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il est 46. On a une petite minute de retard. Mais merci beaucoup